Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes à nos 52 minutes avec monsieur Cyril Modeste pour la suite de l'acte 3. Alors, monsieur Cyril Modeste, lorsque vous êtes arrivé des États-Unis en janvier 2006, vous avez été invité à une émission sur la radio Onusi FM en compagnie de l'animateur Thomas Makaya. Alors, dans le cadre de cette émission, il y a pas mal d'interrogations et pas mal de questions ont été dites. Et nous allons revenir surtout sur ces questions qui sont très, très, très cruciales pour la suite des élections en Côte d'Ivoire, surtout en cette période des années 2020, étant donné que vous avez déjà interpellé la classe politique ivoirienne il y a de cela plus de 12 à 13 ans. Sur la route de la paix, Thomas Makaya. Onusi FM. Sur la route de la paix, en compagnie de Modeste Seri, président de l'ONG Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Thomas. Merci d'être avec nous sur la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Vous avez eu de cesse, monsieur Seri, de répéter à l'envi depuis les États-Unis que vous briguerez la prochaine présidentielle. Mais une fois de retour au pays, qu'est-ce qui vous fait revenir sur votre engagement? Vous mettez votre candidature en stand-by. Pour quelle raison? Je suis rentré en Côte d'Ivoire et devant les réalités, le degré de délabrement de la Côte d'Ivoire, la ruine très avancée du pays, le tissu social pratiquement détruit, nous nous sommes dit qu'il faut que tous les acteurs politiques suivent notre exemple, c'est-à-dire mettre en berne toutes les intentions présidentielles pour que tout le monde soit engagé dans la promotion de la paix. Et une fois que la paix est revenue, une fois que le débat politique est détribalisé, une fois que la jeunesse ivoirienne est décriminalisée, à partir de ce moment, les populations rapprochées, le tribalisme mis de côté, nous pouvons alors engager ou observer des intentions présidentielles de tous ceux qui voudront postuler à ce poste. Vous estimez que les conditions sont loin d'être réunies pour l'élection présidentielle et qu'il faille plus de temps pour mieux la préparer? C'est exactement cela. Pour nous, à travers le plan de paix que nous avons rendu public depuis 2004, il faut une période de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans pour pouvoir éviter à la Côte d'Ivoire la rwandisation ou l'angolisation de la crise ivoirienne. Qu'est-ce à dire? Au Rwanda, il y a eu les génocides. En Angola, il y a eu la séparation du territoire en deux, ou dans une partie Santos et de l'autre côté Feu Savimbi. Nous ne voulons pas la même situation en Côte d'Ivoire. Il faut donc, devant les difficultés qui ne font que s'accroître en Côte d'Ivoire, les inquiétudes exprimées de plus en plus aussi bien par les Ivoiriens que les membres de la communauté internationale. John Hegland, chargé du communautaire au niveau des Nations Unies, était dernièrement en Côte d'Ivoire. Semble-t-il n'aurait pas été reçu par le camp présidentiel. Toutes ces inquiétudes-là font que les Ivoiriens devraient prendre conscience, et principalement la jeunesse, pour inviter tous les acteurs politiques. C'est vrai, vous voulez être président, la population mérite une réconciliation préalable, une réconciliation dans la vérité, dans la justice, pour que l'impunité puisse prendre fin en Côte d'Ivoire. Voilà notre approche. Vous avez la certitude, Modeste Seri, que vous serez suivi par les autres acteurs politiques dans votre démarche? Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on met les ambitions au-dessus de la vie des Ivoiriens, et c'est bien dommage. C'est pour cela que, après 12 ans aux États-Unis où je suis allé me perfectionner dans le domaine de la haute finance, j'ai décidé de rentrer pour que, avec les moyens que nous sommes en train de rechercher, aller à la rencontre des populations, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou au centre, et dire à la population que le fait de soutenir les acteurs, les personnes qui non seulement pour seul objectif que l'accession au pouvoir, tu maintiens toi-même le pays dans la guerre, tu te maintiens dans la misère. Il faut donc te détourner de ces leaders, te réconcilier avec tes frères et sœurs des autres régions, des autres ethnies, et à partir de là, faire la promotion d'un nouveau leadership qui a à cœur ta sécurité, la vie de tes enfants, l'avenir du pays, et le moment venu, faire ce choix pour te rendre justice, parce que
tous les rendez-vous sur le plan international ou même en Côte d'Ivoire des acteurs politiques, les victimes de guerre n'ont jamais été adressées. On n'a rien prévu par rapport aux violations des droits de l'homme. L'impunité est en Côte d'Ivoire récompensée par des postes ministériels. Nous disons que le peuple mérite mieux et il faudrait que ce message d'espoir, de non-violence soit publié au maximum par tous les organes de presse pour que la population prenne conscience de la nécessité de se détourner de la violence et de la tribalisation du débat politique. Le gouvernement de Konan Banny vient juste d'être mis en place. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que cette équipe a d'ores et déjà échoué dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens? Nous avions dit depuis New York que le gouvernement Banny aurait pu réussir si toutefois on lui avait défini un cadre pour opérer, un cadre différent de celui de Marcoussis. Le Premier ministre Seydou Diarra, lors de son passage à la primature, a démontré que Marcoussis ne pouvait marcher. Tous les bénéficiaires ou les opposants de Marcoussis ne peuvent en aucun cas réussir une nouvelle transition. Pour nous, le gouvernement Banny, c'est le maintien du statu quo en Côte d'Ivoire. Il a pourtant bel et bien une feuille de route avec des objectifs précis, non? Oui, nous avons demandé à la communauté internationale d'être un peu plus ferme, reconnaître que, en maintenant la constitution ivoirienne que le camp présidentiel utilise de temps en temps pour pouvoir justifier ses revirements, en même temps cette constitution dénoncée par l'opposition, le G7, nous disons qu'il y a une certaine comédie qui est jouée par tous les camps. Nous demandons une certaine fermeté, mais surtout un engagement réel de la classe politique pour que la paix soit effective. Il faudrait que tout le monde comprenne que la Côte d'Ivoire, depuis septembre 2002, est dans une situation grave, dans une situation exceptionnelle qui demande un engagement responsable. Et alors, un gouvernement qui peut ramener la paix, c'est celui-là qui fera la promotion de nouvelles compétences impliquées ni de près ni de loin dans le conflit et non partisan, qui pourra alors créer les conditions de confiance nécessaires à l'activité politique dégagée par la plupart des partis politiques en présence aujourd'hui et qui bloquent le processus de paix. Modeste Seri, à vous entendre, donc pas d'élection avant 2 ou 3 ans, en tout cas pas avant que les cœurs se soient apaisés et que les Ivoiriens se soient réconciliés entre eux pour un retour réel de la paix en Côte d'Ivoire. Et vous affirmez qu'il faille mettre en place une équipe de jeunes technocrates. Ça suppose qu'on vienne à écarter les acteurs politiques actuels? Ce ne serait pas les écarter. Dans ces équipes ou dans ces groupes, associations politiques, il y a également des technocrates qui ne sont pas politiquement marqués, je veux dire négativement. On pourra éventuellement les associer, mais il faudrait que les acteurs qui ont montré jusque-là leurs limites et leur haine pour la Côte d'Ivoire comprennent que nul n'est indispensable dans le bon fonctionnement d'une société. Nous vivons dans une communauté ambitieuse, la Côte d'Ivoire, les potentialités existent, les intelligences existent, il suffit d'en faire la meilleure combinaison possible pour produire le bonheur attendu par le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons une chance en Côte d'Ivoire, la guerre, elle est politique, elle aurait été militaire il y a très longtemps, le pays aurait été totalement détruit par les armes. Il faudrait donc que ces politiques comprennent qu'ils ont suffisamment démontré leurs limites. Il y a d'autres enfants de Côte d'Ivoire qui sont aussi talentueux ou peut-être plus talentueux, plus attachés au pays, qui peuvent offrir dans la non-violence mieux que le spectacle honteux et humiliant qui a offert jusque-là. Nous avons été un artisan pour cette nouvelle transition. Nous avions dit, les gens auraient pu nous demander, M. Seri, après toutes les actions menées sur le plan international pour la nécessité d'une nouvelle transition, comment entrevoyez-vous la gestion de cette transition? Non, tous ceux qui n'y croyaient pas, tous ceux qui ne voulaient pas de la transition, vous avez vu les hostilités s'engager ici pour pouvoir partager les postes ministériels. Voilà ce qui intéresse apparemment l'ensemble de la classe politique ivoirienne. C'est bien dommage parce que nous pensons qu'il faille intégrer les compétences impliquées ni de près ni de loin dans le conflit pour pouvoir mettre en confiance ces personnes qui se battent pour le pouvoir d'État.
En mettant en avant une telle position, il s'en trouvera des gens, Monsieur Seri, qui diront que vous nagez à contre-courant. Est-ce que vous ne craignez pas vous mettre à dos la communauté internationale, l'Union africaine et les Nations Unies, qui œuvrent en faveur de la tenue des élections d'ici le 30 octobre prochain? Nous n'avons aucune intention de nous mettre à dos qui que ce soit. Nous avons côtoyé toutes ces instances de décision, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, que ce soit certaines administrations internationales ou certains pays. Nous avons réalisé que la crise ivoirienne doit être réglée et ils nous l'ont dit clairement, pas prioritairement les enfants du Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous invitons tous ceux-là qui se disent non-voix de nous rejoindre pour que ce message que nous essayons de publier, de défendre, soit le message d'espoir de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous laissons la situation telle qu'elle est, la communauté internationale continue, elle a été dernièrement malmenée. L'ONUCI, vous avez vu ce qui s'est passé en janvier dernier, nous disons qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Face à ces incertitudes, faut-il se taire, rester dans son coin et regarder la Côte d'Ivoire sombrer dans le chaos? Nous disons non. Il faut que la jeunesse des Côte d'Ivoire réalise les dangers réels des manipulations politiques, qu'elles soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, pour dire assez, c'est assez. La Côte d'Ivoire a d'autres enfants, peut-être mieux qualifiés, peut-être plus attachés à l'avenir du pays. Il faut les identifier et il faut les soutenir. Alors, Monsieur Msiri Modeste, nous avons tout à l'heure écouté votre interview avec Thomas Makaya sur la radio ONUCI FM dans le cadre de votre tentative de pouvoir interpeller la classe politique ivoirienne dans le but de pouvoir éviter certainement ce qui est devenu la catastrophe de 2011 qu'on a pu appeler communément la crise post-électorale. Alors, après le visionnage de cet audio, qu'est-ce que ça vous inspire encore? Ne croyez-vous pas que cette interpellation soit encore d'actualité aujourd'hui à l'heure des élections 2020? Mais il faut reconnaître que dès mon arrivée des États-Unis en 2006, je n'ai pas hésité à interpeller l'ensemble de la classe politique ivoirienne sur les dangers de leur entêtement à aller à des élections sans désarmement. Pour nous, depuis le départ, après tous les efforts, la Côte d'Ivoire a beaucoup voyagé à travers le monde, l'Europe et l'Afrique. Il fallait que les Ivoiriens s'asseyent à la maison en Côte d'Ivoire pour pouvoir discuter. Et c'est dans ce cadre que cette interview a eu lieu. Le journaliste Thomas Makaya, à l'émission Sur la route de la paix, Radio ONUCI, ça devait être en février ou mars 2006, pratiquement 4 ans avant les élections de 2010, nous interpellions, comme depuis 2003, l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas la tragédie. Après les incompréhensions de 2000, 2002, 2003. Mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Nous sommes allés vers la plupart des acteurs. Je l'ai dit dans les autres interviews, dans les autres entretiens que nous avons eus. Je suis allé pratiquement vers tout le monde pour dire la Côte d'Ivoire ne mérite pas des élections alors qu'il y a des incompréhensions, il y a risque de conflits ethno-religieux. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Nous avons échangé également avec des membres importants de la communauté internationale pour faire comprendre cette voix de ceux en Côte d'Ivoire qui ne se reconnaissent pas dans la violence, pour dire qu'il faut une réconciliation véritable avant les élections. Car c'est dans la paix que des choses constructives peuvent se réaliser. Ce n'est pas dans la guerre, dans le conflit, qu'on peut construire une Côte d'Ivoire avec une paix durable. Donc aujourd'hui, nous sommes en fin juin 2020, à l'orée des élections, pratiquement 14 ans après avoir tenu ce discours. La Côte d'Ivoire
du fait du manque de volonté politique, se retrouve dans la même configuration qu'en 2006. Nous interpellons à nouveau l'ensemble des acteurs, tous les animateurs de la politique en Côte d'Ivoire, et même sur tous les plans, dans tous les domaines de la société, tous les secteurs d'activité. Nous avons expérimenté la lutte armée, la guerre. Les Ivoiriens méritent la paix. Que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, hier c'était les refondateurs, ils sont restés sourds à notre appel de cœur pour la paix, la réconciliation, et afin que le développement du pays, la croissance économique qui est chantée aujourd'hui par certains, puisse profiter à tout le monde. Nous interpellons donc les autorités actuelles, le président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, le RHDP, qu'ils ne s'entêtent pas, qu'ils ne restent pas hermétiques, qu'il n'y ait aucune insolence dans la manière de gérer les problèmes de société. Les affaires d'État, il faut s'asseoir pour discuter. Il faut que tous les autres partis politiques qui hier étaient avec lui, avec eux, au RHDP, qui se sont retirés parce que certainement n'étant pas d'accord sur certaines choses, avec l'opposition qui est connue, sans omettre la société civile, qui joue un rôle prépondérant, car quand les politiciens ont échoué, la population ne peut s'en remettre qu'à la société civile. Donc que tous les acteurs soient invités sur la table des discussions, car la Côte d'Ivoire, comme en 2006, en 2010, ne réunit pas les conditions d'élection sans violence. Nous avons bien peur que 2020 ne soit la répétition de 2010 et 2011. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. On se rappelle que dans votre tentative de pouvoir interpeller les autorités de l'époque, je crois que le souci majeur de M. Séré Modeste en tant que président de DJC, entendez par là, Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, une ONG. DJC, Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, est un mouvement de la société civile en lutte pour le changement politique en Côte d'Ivoire, avec des acteurs politiques crédibles, des acteurs de la société civile crédibles, pour que le spectacle, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans l'interview, le spectacle désolant qui est jusque-là offert puisse connaître une fin. Et cela pour pouvoir produire la joie de vivre, le bonheur dans la paix recherchée par les populations ivoiriennes. Donc, DJC n'est pas une ONG comme toutes les autres. C'est un mouvement de la société civile qui travaille à la sensibilisation, à l'information, à l'éducation et à la conscientisation des populations pour que tout le monde s'éloigne de la politique tribalisée en Côte d'Ivoire. Car au lieu d'une démocratie en Côte d'Ivoire, au lieu d'un multipartisme en Côte d'Ivoire, nous avons le tribalisme, nous avons la tribucratie, le règne des tribus les plus violentes. C'est ça que nous dénonçons, la tribucratie, le règne des tribus très violentes. Et de 2006 à 2020, vous avez l'impression que rien n'a toujours évolué en Côte d'Ivoire? Ce discours reste d'actualité. Nous avons dit quoi? Et nous, les Ivoiriens, tout le monde en Côte d'Ivoire constate qu'il y a une véritable guéguerre. Il y a un réel manque de volonté politique. Il n'y a aucun changement. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP, son champion, M. Alassane Ouattara, se disait exclu du jeu politique. Par la violence, il a fini par s'imposer. Étant donc victime, nous avons pensé que cet homme aurait résolu les problèmes qu'il dénonçait. Regardez même l'organe de communication, la RTI, lorsque le RHDP, le RDR et ses alliés étaient dans l'opposition sous les refondateurs, mais que n'ont-ils pas dit? Quelle diabolisation n'ont-ils pas enfourché? Et ils sont au pouvoir
et la RTI, qui est un organe de presse d'État, qui appartient à tous les citoyens ivoiriens, ne fait que la promotion de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire du RHDP. Cela est mauvais. Ils ont parlé de libéraliser les médias, les organes de presse et la télévision en général, mais en Côte d'Ivoire, jusque-là, aucune chaîne n'a été autorisée et n'est opérante. Et même quand il y a eu une volonté de le faire, c'est encore la famille, c'est encore le RHDP, c'est encore les militants des RHDP. C'est à eux que sont accordées les autorisations pour posséder des chaînes de télé, pour communiquer. Et finalement, nous assistons à la manipulation. Il faut que cela cesse. Lui, le technocrate Ouattara, qu'il le retienne. La déception est grande. Aussi bien du côté de ses opposants, des militants de l'opposition, que de ses propres militants et sympathisants. Au niveau de la communauté internationale, il n'y a plus rien à dire. Alassane Dramane Ouattara a échoué. Il a joué sa partition pendant 10 longues années après avoir lutté, que ce soit sans les armes ou avec les armes. Il est parvenu au pouvoir après plusieurs années. Nous disons, le bilan invite à beaucoup d'inquiétude. Nous lui demandons, du fond du cœur, les Ivoiriens ne veulent pas revivre le drame de depuis 2000, que 2020, les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Mais hélas, les conditions ne sont pas réunies. Voilà pourquoi, en tant que leader des diasporas et jeunesse de Côte d'Ivoire, nous demandons que ces élections d'octobre 2020 soient rejetées à une date ultérieure et qu'il soit mis en place un gouvernement d'union nationale ou de transition, peu importe son appellation. Mais lorsque l'âme de la nation est atteinte, il faut que les fils et les filles de cette nation, de ce pays, prennent conscience des dangers. Nous ne voulons pas, et je me répète à nouveau, après 2006, d'une rwandisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués des affrontements, de la guerre, de la violence. Et c'est d'ailleurs, sachant ces choses-là, nous sommes allés vers tous les acteurs, dont Ibrahim Koulibaly. Je suis allé dire à Cotonou à Ibrahim Koulibaly, la jeunesse ivoirienne n'a pas besoin, c'est elle qui est en armes. Les militaires, c'est qui? Ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Bédié, ce n'est pas Ouattara, encore moins leurs enfants. Qui s'entretuent? Ce sont les enfants des pauvres parents. Vos parents, nos parents nous ont mis à l'école, nous nous sommes éduqués, nous avons pour certains des emplois, d'autres méchamment sont maintenus à l'écart parce qu'ils seraient source d'inquiétude pour les pillards de l'économie ivoirienne. Nous demandons de façon solennelle à la jeunesse ivoirienne de ne pas accompagner toute la violence qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire à nouveau par l'ensemble de la classe politique traditionnelle. Il faudrait que les jeunes Ivoiriens réalisent que le temps est venu d'identifier un leader qui est de leur génération. Mais ce leader doit avoir une histoire avec la patrie. Ce leader doit avoir de la qualification. Ce leader doit être attaché à la nation, du patriotisme. Mais un patriotisme pas galvaudé. La Côte d'Ivoire fait partie du monde et qui est à mesure de travailler en rassurant les opérateurs économiques nationaux et internationaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc j'étais allé, je me reprends, aller dire à Ibrahim Koulibaly, les armes ne sont pas une solution aux inégalités, aux injustices en Côte d'Ivoire. Nous avons la possibilité, nous les jeunes, de choisir un leader. Nous participons aux élections. Gbagbo, Bédié, Ouattara sont de la tranche de la population la plus minoritaire. Dans les urnes, nous avons la possibilité de pacifier la Côte d'Ivoire. Voilà donc le message que j'adresse à l'ensemble des jeunes Ivoiriens. En 2020, les conditions ne sont pas réunies pour les élections. J'invite toute la population
à aller à l'enrôlement massivement. Surtout parlons de l'enrôlement. Il semblerait qu'il y ait assez de difficultés sur le terrain pour des personnes qui veulent se faire enrôler. Plusieurs Ivoiriens sont même rejetés et selon les informations que nous avons, il paraît que c'est certainement et seulement des militants du RHDP qui ont droit à être enrôlés, surtout en France et même au Canada. Oui, nous nous sommes informés. Depuis les villages de Côte d'Ivoire, il y a comme un refus de délivrer les documents administratifs qui permettent l'enrôlement. À Guibéroua, d'où je suis, il semble que le sous-préfet, au lieu de signer les actes de naissance, les extraits de naissance pour pouvoir permettre aux populations d'obtenir les documents nécessaires pour se faire les cartes d'identité, la carte nationale d'identité, puis l'inscription sur la liste électorale, monsieur serait en mission sur le terrain en train d'inviter les populations à l'enrôlement. Et Dieu merci, il semble qu'il y a des jeunes gens qui l'ont interpellé. Allez, retournez dans votre bureau, signez nos extraits de naissance, nous allons nous enrôler. Le message est déjà passé. Ce n'est pas votre travail, ça. Et nous invitons donc l'ensemble du personnel administratif qualifié, compétent, pour pouvoir délivrer les documents administratifs pour l'enrôlement, qu'ils fassent leur travail, que ce soit en interne comme à l'extérieur. Il y a certains dérapages aussi dans les pays étrangers. Au Ghana où nous sommes, je me demande même comment les choses se passent. Et nous sommes des réfugiés. Au lieu de conduire l'enrôlement dans les camps des réfugiés qui est généralement en manque de moyens, il paraît que l'enrôlement se fait à Accra, dans la capitale, et à l'ambassade. Regardez donc ces choses, il y a une réelle volonté d'exclure les Ivoiriens en 2020. Alassane Dramane Ouattara, hier tu as dit que tu étais exclu. Des jeunes gens au nord manipulés parce que pas adéquatement éduqués, donc très fragiles, de Guillaume Soro à Ibrahim Koulibaly, manipulés, ces jeunes gens ont pris des armes, ils ont détruit la cohésion sociale. L'union, ou du moins la sécurité nationale est aujourd'hui hypothéquée. Nous demandons au président Ouattara de se ressaisir. Le RHDP doit pouvoir prendre toutes les mesures pour que les Ivoiriens, quel que soit leur lieu de résidence, en tout cas, il n'est pas question d'enrôler des ressortissants de la CEDEAO, parce que c'est ce qui ressort de nos investigations, de nos informations, au détriment des Ivoiriens. Nous n'allons pas l'accepter. Tout comme hier, lui, l'Ivoiro-Burkinabé, qui se tapait la poitrine d'être plus Ivoirien que les Ivoiriens. Mais que veut-il que les Ivoiriens disent lorsque les Ivoiriens d'adoption sont préférés aux Ivoiriens d'origine? N'est-ce pas Ouattara qui est en train de refaire la promotion de l'ivoirité? Il ne faut pas avoir un comportement exclusionniste et après accuser les populations ivoiriennes d'être xénophobes. C'est l'un des rares pays au monde où le taux d'immigration, le taux de la population d'origine étrangère est le plus élevé. Les étrangers en Côte d'Ivoire, si les statistiques sont bonnes, sont de l'ordre de 30 à 40%. Quel est ce pays où les étrangers sont si nombreux? Nous ne sommes pas xénophobes, qu'on cesse de faire un faux procès aux Ivoiriens. Mais nous avons relevé que ce soit aux États-Unis, un peu partout, les Ivoiriens sont exclus. Et dans la précipitation, on parle d'un enrôlement. Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous pressés? Il y a le Covid-19 qui empêche les gens de se déplacer, de même vivre le quotidien. L'existence est en danger. Pourquoi se précipite-t-on? Pour nous, la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'élection le 30 octobre 2020. Il faut repousser ces élections dans un délai raisonnable, inviter tout le monde au rapprochement, à la désintoxication des populations avant ces élections. Nous ne voulons pas de répétition du drame
Nous ne voulons pas d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Or, lorsqu'on regarde aujourd'hui le comportement de ceux qui sont au pouvoir, nous avons l'impression qu'ils travaillent à rendre le pays ingouvernable en conduisant la Côte d'Ivoire à une nouvelle guerre. Est-ce leur stratégie pour confisquer le pouvoir? Mais qu'ils sachent que nul n'a le monopole de la violence. Aucun empire n'est également éternel. Toute chose a une fin. Hier, les refondateurs, très insolents au pouvoir, se sont crus forts. Ils sont aujourd'hui là où ils sont. Le président Gbagbo se retrouve à la CPI avec le jeune patriote, le chef des jeunes patriotes, Blé Goudé. Acquitté, il continue de rester dans les liens de la détention. Nous disons que ceux qui momentanément sont dans le fauteuil présidentiel, oui, le pouvoir est momentané. Ceux qui sont momentanément au pouvoir, qu'ils soient réalistes, qu'ils soient humbles pour créer les conditions démocratiques attendues par les populations ivoiriennes, qu'ils cessent d'utiliser la violence et le crime impuni pour continuer à piller seuls, pour leur seul profit et le profit de leur mandat, les richesses du pays. Nous n'allons pas l'accepter. Parlons de violence, nous allons revenir sur des faits d'actualité, surtout avec l'attaque de Kafono, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où il y a eu plus d'une dizaine de soldats, de Fassi qui ont été tués. Et nous allons parler encore sur la ressurgence de ce phénomène de mendiants qui sont habillés un peu comme des djihadistes et qui circulent librement en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas peur pour l'avenir de ce pays-là, pour les joutes électorales qui s'annoncent? Pour les élections, nous avons dit que la Côte d'Ivoire a besoin de sécurité. L'attaque du nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Kong, Kafolo, nous continuons de nous interroger. Hier, nous lisions dans la presse que le ministre de la Défense, qui d'ailleurs serait soupçonné d'être un drug dealer, un trafiquant de drogue, qui pour nous, logiquement, devrait être déchargé pour se mettre au service, à la disposition de la justice. Ce ministre, dont la compétence est désormais dubitative, qui invite à l'interrogation, ce ministre dit qu'ils ont pris le cerveau de ceux qui ont attaqué, qui ont assassiné les forces de l'ordre, les militaires dans le Nord. Nous aurions aimé qu'il présente ce personnage lugubre à la nation. Dans les nations organisées, c'est comme ça que ça se passe. Voilà le visage du chef des tueurs. Comme avec Ben Laden, par exemple. Ok. Ce serait parce qu'ils disent que c'est un acte terroriste. Mais les terroristes doivent être montrés à la face de la nation. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement ils ont pris quelqu'un? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas encore un autre mensonge, comme ils en ont l'habitude? Monsieur le Président Alassane Ouattara, les Ivoiriens sont inquiets. Et pendant que le pays est censé être fermé, les frontières des individus douteux, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les rues du pays, dans les rues d'Abidjan, auraient envahi les mosquées et auraient la qualité des mendiants. Comment des gens valides peuvent avoir comme profession la mendicité? Qu'ils nous expliquent. Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? Où vivent-elles? Et pour combien de temps? Voilà ce que je disais. Que la Côte d'Ivoire est comme un foutoir. Excusez-moi du terme. Mais comment une maison qui n'a pas de clôture, qui n'a pas de limites, où les gens viennent, un no man's land, notre pays est devenu une terre sans propriétaire. Les populations sont interpellées, sans xénophobie. Mais partout dans le monde, il y a des lois immigrationnelles, d'immigration, qui jugulent les mouvements des humains, la circulation des biens et des services. Mais la Côte d'Ivoire continue d'être gérée comme dans la préhistoire, au moment où les populations n'avaient pas... Mais même à cette période, les gens se connaissaient. Donc,
les royaumes étaient très protégés. Nous avons beaucoup de questions qui nous traversent la tête. Qui sont ces personnes après l'attaque de Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire, qui envahissent les rues d'Abidjan? D'où viennent-elles? Quel est leur objectif? Nous sommes inquiets. Et la sécurité nationale, je reviens pour dire, le premier responsable, c'est-à-dire le ministre de la Défense, pour nous, avec les doutes d'être traité ou soupçonné, des investigations auraient permis d'arriver à cette conclusion. Ahmed Bakayoko serait lié au cartel de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Le président Ouattara, qui dit qu'il est un produit fini de la gouvernance moderne de toute nation, il prétendait avoir géré financièrement toutes les nations depuis le FMI, mais là l'occasion lui est donnée de se séparer, ne serait-ce que momentanément, du ministre Ahmed Bakayoko, que certains commencent à appeler Bacchus, le drug dealer, qu'il s'en sépare momentanément, le temps que la justice... D'ailleurs, il a dit qu'il portait plainte. Jusque-là, on attend. Ce monsieur dit qu'il porte plainte aux relayeurs, à ceux qui vont relayer cette information. Non, la plainte, lorsqu'on la porte, c'est contre ceux qui ont éventré le problème, le sujet. Qu'il porte plainte contre ces journalistes. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve les rails d'une gouvernance moderne qui respecte les populations. Ça suffit. Et nous allons revenir encore sur l'aspect de la sécurité, l'aspect sécuritaire. Certains internautes ou certaines personnes en Côte d'Ivoire ont essayé de déceler parmi ces personnes aux allures douteuses en Côte d'Ivoire un personnage très viral, surtout au niveau, de Boko Haram, qui serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire parmi ces supposés mendiants. Alors vous ne croyez pas que la cohésion nationale en Côte d'Ivoire soit sérieusement mise en doute avec la présence de ces personnes-là? Je ne peux réellement me prononcer sur l'identité de l'une des personnes douteuses sur le territoire ivoirien. Boko Haram, sont-ils de Boko Haram? La Côte d'Ivoire est censée être dirigée par des hommes qui se disent qualifiés pour la sécurité nationale. Il faut que le président Ouattara, qui est le chef suprême des armées, prenne les dispositions nécessaires pour informer les Ivoiriens, l'opinion publique nationale et internationale. Il dit qu'il est un produit de la communauté internationale. Mais voilà que la communauté internationale, moi je l'informe s'il ne le sait pas, doute de plus en plus de ses capacités à laisser un pays stable. Nous avons pour nous l'impression que les investisseurs étrangers dont il a l'habitude de vanter le mérite, nous nous posons des questions. N'est-ce pas l'endettement, le surendettement du pays, les fruits de l'endettement exponentiel de la Côte d'Ivoire, détourné qui est remis à des copains qui viennent jouer les investisseurs en Côte d'Ivoire? Car nous nous demandons ce que l'on fait avec les dettes. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas payer 4 000 milliards de francs CFA. Nous avons été rangés parmi les pays pauvres, très endettés, PPTE. La gouvernance de la refondabellion, Gbagbo et Soro, avec Bédié, Ouattara et tous les autres en embuscade dans ce gouvernement, des ramassis de tout le monde. Le gouvernement que Gbagbo n'a pas hésité à me dire non, qu'il avait un gouvernement en Zassa, un gouvernement pâté. Ils se sont quand même débrouillés, les dettes ont été annulées. Ouattara est arrivé, 4 000 milliards, on ne pouvait pas rembourser. Il semble qu'il serait à plus de 12 000 milliards d'endettement. En seulement
moins de 10 ans. Qu'a-t-on fait avec tout ce pactole, tout cet argent, tout ce volume d'endettement très élevé nous invite à beaucoup d'interrogations. Nous avons le sentiment que la Côte d'Ivoire, notre pays, est détruit. La Côte d'Ivoire est détruite par la corruption. Notre combat, c'est la lutte contre la corruption. Ce ne sont pas des prétendus projets de société. Mais si vous avez le meilleur projet de société que les lois du pays, vous ne les respectez pas. Vous vous croyez au-dessus de la nation, plus fort, plus puissant que tout le monde. Vous faites insolemment, malhonnêtement, des promesses. Oui, la campagne de 2010 du candidat ou du champion du RDR, il allait de ville en ville demander aux populations combien de milliards vous voulez pour être développé. Quand il dit 10, il dit non, moi je vous en donne 30. Les pluies de milliards, où est-ce que nous en sommes? Le mensonge a détruit la Côte d'Ivoire. La corruption a détruit notre nation. Les Ivoiriens doivent désormais se battre pour identifier un leader crédible qui va sauver la Côte d'Ivoire du naufrage prévisible. Parlant de pluie de milliards, il semblerait que nous sommes en ce moment dans une saison de pluie en Côte d'Ivoire et que les pluies sont en train de faire véritablement des choses dégradantes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Oui, à ce propos, les infrastructures biodégradables, moi je les appelle pluviodégradables. On endette le pays, on surfacture tout, on met de la peinture sur du gravier et on dit non, on vient de faire les routes. Et dès qu'il y a la première pluie, tout s'en va. Tout est en train de s'écrouler. L'émergence est immergée, c'est-à-dire noyée. Oui. Hier, Gbagbo disait au pouvoir, oui, il voyait le dos des nageurs. Lui, il n'a jamais participé à une nage et c'est lui qui s'est noyé. Mais voilà que le résultat, le fruit des nageurs est totalement noyé. Apparemment, ce ne sont pas des bons nageurs. Pour être plus sérieux, la Côte d'Ivoire est sur une mauvaise pente, comme je le dis chaque fois. Notre pays est victime du cynisme de certains acteurs. Des gens s'emparent du pouvoir pour des objectifs d'enrichissement personnel. Le pays est endetté, surendetté. L'avenir de plusieurs générations est compromis. Nous nous demandons d'où est-ce que nous allons trouver les ressources nécessaires pour rembourser ces dettes fictives créées en moins de 10 ans par le couple d'affaires qui est au pouvoir. Je veux parler du président Ouattara et de son épouse Dominique. Apparemment, ils ont appuyé la violence, ils sont arrivés violemment au pouvoir pour un enrichissement personnel. Ils font des dons, paraît-il, mais ils étaient en Côte d'Ivoire. Quels dons ont-ils fait hors du pouvoir? Ils prennent l'argent du contribuable et ils jouent les jolis cœurs avec ça. C'est malhonnête, c'est corrompu. C'est même démoniaque. Nous demandons aux populations, cet argent qui leur est distribué, ces biens qui leur sont offerts, relèvent de leur propre propriété. Ce que Ouattara vous donne, ce que les ministres RHDP vous donnent, ce que même les Bédier vous donnent, les Soro vous donnent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Hier, ils étaient associés à Ouattara. Ils se sont enrichis de façon illicite et ils se jouent aujourd'hui des acteurs crédibles. Nous disons non. Le moment est venu pour que les Ivoiriens se demandent, mais celui-là qui fait la parade dans le quartier avec l'argent, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il tire sa fortune? Voilà les questions. Car le monde qui évolue, les nations qui évoluent,
s'interroge sur la provenance de la fortune des animateurs de ces pays pour ne pas que des malfrats, des trafiquants de drogue, des criminels notoirement reconnus, des assassins, des casseurs de banques, d'agences de banques centrales, qui roulent aujourd'hui en jet privé, viennent dire qu'ils veulent être présidents. Nous disons non. 2020, c'est l'occasion de créer les conditions d'une transition qui va asseoir les bases de la démocratisation véritable de la Côte d'Ivoire, pour que nous mettions démocratiquement et sans violence tous ces criminels à la retraite. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé tantôt du risque de rwandisation de la Côte d'Ivoire. Parlons de la rwandisation. Vous ne croyez pas que le phénomène des pompiers après le drame est en train de guetter la Côte d'Ivoire? Oui, malheureusement, au niveau de la communauté internationale, elle n'a jamais mené d'action préventive. Elle attend que le drame se réalise alors qu'elle est informée des risques des drames. La communauté internationale ne peut pas dire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qu'elle ne voit pas le risque de drame, de naufrage qui pointe, qui est très visible à tout le monde. Nous l'interpellons. Il faudrait que cette communauté internationale qui hier est venue à la rescousse de la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la paix, interpelle Ouattara, le président Alassane Ouattara, interpelle tous les acteurs, les associés de Ouattara. Hier, ils n'ont pas hésité à convaincre le président Bédié, cet octogénaire, à rejoindre Ouattara pour chasser Gbagbo du pouvoir, tout comme la rébellion de Soro-Diom. Voilà que ces acteurs aujourd'hui veulent s'affronter. La communauté internationale, qu'elle prenne la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire au sérieux. Et nous invitons solennellement l'Union européenne, qui est prompte à faire des déclarations lorsqu'il y a des problèmes en Afrique. Nous interpellons également les Nations Unies, les États-Unis, la France et tous les autres pays, l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, par la volonté du champion du RHDP que vous avez cautionné hier, est sur la voie d'une crise plus grave. Voulez-vous aider à prévenir le chaos ou bien encore venir jouer les pompiers après le drame? Voilà la question que nous leur posons. Pour nous, il serait préférable d'appuyer le projet d'une mise en place d'une transition ou d'un gouvernement d'union nationale pour pacifier le pays, puisque Ouattara, pendant 10 ans, son objectif n'a pas été de réconcilier le pays, mais de se venger des Ivoiriens. L'autre question que nous posons au président Ouattara, que vous a fait le peuple ivoirien pour le mépriser autant, monsieur Alassane Dramane Ouattara? Qu'a fait le peuple ivoirien? Vous avez accusé Bédié d'être la base de la raison de votre exclusion. Mais vous vous êtes allié par la suite à Bédié. Après que vous vous ayez allié à Gbagbo, votre frère que vous n'avez pas hésité à conduire à la CPI, alors que tous, vous êtes comptables du drame. Et je lisais quelque part dernièrement où Gbagbo disait qu'ils sont tous responsables. Il est juste un bouc émissaire sur qui on veut tout mettre. Le temps est venu donc pour le peuple ivoirien, et particulièrement la jeunesse, de ne plus soutenir ces personnes, ces leaders dépassés, en déphasage avec les exigences de notre temps. Ils ont joué leur partition. Nous avons les moyens démocratiques, par le vote, de les mettre à la retraite, les éloigner de la gestion publique. Prenons ce pouvoir et exerçons-le après avoir travaillé à créer les conditions d'élections transparentes et non violentes. Car ils aiment la violence. C'est dans les violences que ces personnes-là prospèrent. Nous pouvons travailler à
les empêcher de nous conduire à un nouveau drame. Croyez-vous qu'il soit trop tard pour vraiment interpeller la communauté internationale de changer son attitude afin qu'on ne se culpabilise plus après un Rwanda bis? Ne croyez-vous pas qu'en tant qu'acteur de la société civile, vous pouvez encore, hier on vous a vu avec Colin Powell, vous pouvez encore réactiver vos amitiés et connaissances pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas à l'orée des élections, si élections il y a en 2020? C'est ce que je vous ai dit. La communauté internationale, malheureusement, elle n'intervient qu'après l'hécatombe. Voilà. Tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est d'interpeller, mais timidement, les acteurs politiques, et particulièrement le président Ouattara, l'ensemble de la classe politique et les membres de la société civile, pour éviter le chaos. Mais nous, instruits de l'expérience du passé, nous interpellons la communauté internationale. Elle n'a pas besoin de venir faire des investissements faramineux, du gaspillage d'énergie et d'argent en Côte d'Ivoire. Elle peut, en appuyant les messages de prévention de conflits en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique et le monde, elle peut travailler à économiser les ressources qu'elle va gaspiller après coup. Ces ressources peuvent être utilisées de façon plus profitable dans certaines situations, dans certains drames naturels. Mais les crises artificiellement créées par des individus peuvent être prévenues en interpellant à temps ces individus, ces personnes. Et c'est ce que nous demandons pour le cas de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a fini de jouer sa partition. Ces 2 mandats, il n'a pas le droit de changer les lois, la loi fondamentale, la Constitution, à quelques 6 mois de son départ. Il nous donne le sentiment, il donne le sentiment au monde entier que les dettes qu'il a créées, de façon exponentielle, en 10 ans, il les a réinvesties. Le fruit de ces dettes ont été réinvestis en Côte d'Ivoire. Les maisons qui poussent partout. Et ayant privatisé la Côte d'Ivoire à son profit, au profit de son clan, de sa famille, il se bat, il se débat pour mettre en place un mécanisme qui lui permet de surveiller son butin, le pillage du pays, le réinvestissement de cet argent, puisque de plus en plus, le monde a les yeux ouverts sur l'origine des fortunes mal acquises. Certains sont même poursuivis en Occident. Alors, on détourne l'argent du pays, les dettes, on fait croire que des investisseurs étrangers arrivent, on leur fait, par le système des prête-noms, on leur donne cet argent, ils investissent, et les investissements portent leur nom, et on fait croire que ce sont des investissements étrangers. Mais pourtant, ce sont les dettes qui ont été réinvesties après avoir été privatisées, détournées, et les populations continuent de vivre dans la misère. Nous sommes contre ce genre de pratiques. La corruption est la base, la raison fondamentale de la pauvreté en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et c'est ce fléau qu'il faut combattre. Les populations doivent être sensibilisées à cela. Des gens qui sortent du néant et qui subitement sont des hommes riches, ça invite à beaucoup d'interrogations. Voilà ce que je voulais dire. Merci mesdames et messieurs, c'était 52 minutes avec M. Cyril Modeste. Nous nous retrouverons pour la suite, pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.